Merci. Bonsoir mesdames et messieurs. Je vous souhaite la bienvenue à cette soirée conférence débat sur les directives anticipées. Parlons-en. Alors, la CRSA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Conférence régionale de santé et de l'autonomie du Grand Est que je représente. Elle a pour mission de donner des avis sur l'ensemble du travail de l'ARS. Elle est composée de 8 collèges, celui des collectivités territoriales, des représentants des usagers, des conseils territoriaux de santé, des partenaires sociaux et des acteurs de la cohésion sociale, de la prévention et de l'éducation à la santé, des offreurs de soins et des personnes qualifiées. Vous voyez, on a vraiment un gros panorama. Elle réunit à peu près une centaine de personnes, donc ça veut dire que quelque part, quand on compare au Conseil économique et social, c'est ce que je dis toujours, on est les représentants de la société civile organisée importants. Malheureusement, on est moins visible que le Conseil économique et social, mais on va prendre les choses en main pour que ça change. Pour rendre ses avis, cette conférence s'appuie sur 4 commissions spécialisées, celle dédiée à la santé, celle dédiée à l'organisation des soins, celle dédiée aux structures médico-sociales, et je vois son président, Christian Minet, qui est dans la salle, qui est de votre région, et celle dédiée aux droits des usagers, qui est présidée par Madame Angèle Razman, qui examine l'ensemble des projets de l'ARS. Cela touche par exemple à la répartition des professionnels de santé dans les territoires. Vous voyez que c'est un débat qui est important, surtout en ce moment. Le programme régional de santé, j'en passe, et des meilleurs. La conférence régionale de santé établit annuellement un rapport sur le respect du droit des usagers dans les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, ainsi que dans les établissements pour personnes âgées et les établissements pour les personnes vivant avec un handicap. Donc vous voyez, on regarde tout ce qui se passe dans les structures de soins ou de médico-social. En cela, on peut dire qu'elle est le Parlement sanitaire accolé à l'ARS. Elle a également pour mission d'organiser des débats publics sur des thèmes touchant à la santé. C'est dans ce cadre que nous nous réunissons ce soir sur le thème des directives anticipées. Alors, que dire sur l'aspect juridique? Et je vous remercie d'avoir projeté le texte qui va nous permettre de gagner en précision. Je vais d'abord contextualiser cette question des directives anticipées, puisqu'il s'agit d'un des outils de manifestation de la volonté de l'individu à l'égard de sa santé et en l'occurrence de sa fin de vie. Si on voulait faire un continuum concernant la manifestation de la volonté de l'être humain en santé, il faudrait qu'on revienne sur le consentement libre et éclairé, puisque la loi est claire désormais, aucun acte médical, aucun traitement sans le consentement libre et éclairé, et ce consentement peut être retiré à tout moment. Il faudrait parler également d'une institution créée en 2002, et vous avez de la documentation là-dessus, qui est la personne de confiance. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Je ne veux pas m'étaler sur ce point, puisqu'on va faire un travelling sur les directives anticipées. Le consentement libre et éclairé, la personne de confiance, c'est pour l'ensemble des questions liées à la santé. Maintenant, ce qui va nous intéresser ce soir, c'est la question de la fin de vie. C'est la question de la personne qui est, selon les termes de la loi Leonetti, 22 avril 2005, modifiée, complétée en 2016, c'est la personne qui est au stade terminal d'un parcours, quel que soit malheureusement son âge, mais personne qui est atteinte d'une affection grave et incurable. On est dans ce qu'on appelait autrefois en littérature la phase d'agonie plus ou moins longue. Il y a la mort qui rôde, puis la mort qui attaque, puis la mort qui l'emporte. C'est, selon les poètes, cette dernière étape de vie, ce dernier chemin de vie. Et la loi Leonetti est intervenue en 2005 et encore plus en 2016 pour donner un cadre juridique à plusieurs aspects de cette fin de vie, dont un qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la mise en place, l'invention dans l'article L1111 d'un nouveau document, d'une nouvelle trace de la volonté de l'individu, qui est la notion de directive au pluriel anticipée. Là, je fais une toute petite parenthèse de juriste sur la question de dernière volonté. Les dernières volontés, c'est quelque chose que connaît le droit depuis longtemps, très longtemps. En tout cas, dans le Code civil depuis 1804. Mais ce sont des dernières volontés
post-mortem. C'est le testament et les dispositions que l'on prend pour après sa mort. Là, et c'est ce qui est innovant, il s'agit de, quelque part, de dernière volonté, même si on peut les changer. Mais le testament aussi, on peut le changer à la dernière minute. C'est la manifestation des dernières volontés pour avant la mort. Et pour ce temps qui précède la mort, et pour, quelque part, la participation de l'individu à la qualité de sa fin de vie, voire à la qualité de sa mort. Les directives anticipées, elles sont inventées en 2005, mais si elles sont retouchées en 2016, c'est pour augmenter encore leur opposabilité au monde médical, puisque, on va le voir désormais, ces directives, elles existent quand elles existent. Au passage, on remarquera, je pense que le professeur Audibert le dira, qu'on n'est encore qu'à 10 ou 11% de Français qui ont rédigé des directives anticipées, ce qui veut dire que c'est encore extrêmement faible, même si ça fait déjà 16 ans que c'est juridiquement en place. Pour la personne de confiance créée en 2002, on est encore en dessous, en termes de chiffres, que par rapport aux directives anticipées. Donc, ne soyons pas trop durs avec la mise en place et l'accueil de ces mesures par le public. Les directives anticipées, nous disent le texte, eh bien, d'abord, ne peuvent être rédigées que par des majeurs. Premier élément de ce texte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mineurs ne peuvent pas rédiger de directives anticipées. Pourquoi? Eh bien parce que les mineurs ne sont pas décideurs de leur santé en général et des actes qui les concernent. La loi prévoit qu'on les associe autant que faire se peut, mais les mineurs sont soumis au pouvoir de direction de l'autorité parentale pour l'ensemble des questions concernant leur vie. Directives anticipées qui ont pour intérêt de garder la trace de la volonté de l'individu quant à sa fin de vie, quant à ce que développera le professeur Audibert. Est-ce que telle technique, tel soin, tel service, il l'accepte ou il ne l'accepte pas, ce patient qui est au stade terminal d'une infection grave et incurable, fin de vie, trace de sa volonté pour l'hypothèse où il ne pourrait plus la manifester de manière classique. L'idée, c'est de mettre par écrit par avance pour un jour où il ne pourrait plus échanger, dialoguer, parler. Dans les cas, et je crois qu'il y en a, mais là encore je parle sous contrôle de l'autorité médicale, scientifique, quand quelqu'un est conscient jusqu'au bout, quelque part on n'a pas besoin de ces directives anticipées, elles ne sont utiles que quand l'individu vivant n'est plus en état de manifester sa volonté. Et l'idée c'est que l'individu puisse s'exprimer dans deux buts. Un, pour que son autonomie, sa personnalité, ses choix, ses convictions soient entérinées, soient inscrites et donc transmises à l'équipe, mais aussi à son entourage. C'est le moyen pour chacun d'entre nous de dire ce qu'on veut, mais c'est aussi un outil qui a été pensé pour faciliter la vie des professionnels de santé et pour leur clarifier l'environnement personnel, philosophique, voire religieux, et en tout cas pour qu'ils aient connaissance de la volonté de l'individu, du temps où il pouvait encore s'exprimer et rédiger des directives, pour le jour où il ne pourra plus, et en face d'eux, ils auraient quelqu'un de non communicant. L'existence de directives anticipées est un outil précieux de manifestation de la volonté pour l'individu et de connaissance des volontés de l'individu pour l'équipe de soins. Maintenant, il faut dire aussi quelques mots de l'hypothèse où il n'y a pas de directive anticipée. Quel est le cadre juridique qui s'applique quand il n'y en a pas ? Ou qu'elles sont incomplètes, ou qu'elles ne sont pas quelque part validées, ou qu'elles sont douteuses, etc. Eh bien, dans ces cas-là, on revient au droit commun, ce qu'on appelle, nous, les juristes, le droit commun, c'est-à-dire le droit qui s'applique à défaut d'application d'une loi spéciale. Le droit commun, c'est que, et c'est l'article suivant, 1111-12, je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux, mais je vais vous le lire sinon, il est très court, c'est que lorsqu'une personne en phase avancée ou terminale d'une infection grave et incurable est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin a l'obligation de s'enquérir de l'expression de la volonté du patient. En l'absence de directive anticipée, c'est bien l'hypothèse évoquée, le médecin recueille le témoignage de la personne de confiance, ou à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches. On retrouve la hiérarchie qui est valable dans l'ensemble du droit de la santé, c'est quand le majeur n'est pas en état de s'exprimer, numéro 1, la personne de confiance, son témoin numéro 1, qui a priorité sur les autres, quand il y en a un de désigné, quand il y en a une de personne de confiance. À défaut, la famille, à défaut, les proches. Alors moi, je vais être quand même plus terre à terre et je vais demander un avis à un professeur Léon.
Je suis représentant des usagers depuis de nombreuses années. Les directives anticipées sur les CDU, on en parle tout le temps. La difficulté viendrait sur le fait de comment demander, les professionnels de santé, comment demander à des personnes s'ils ont fait leur directive anticipée. Si je prends un cas simple, vous avez quelqu'un qui arrive aux urgences et il a le bras cassé, donc vous allez lui faire un plâtre. Est-ce que vous allez lui demander s'il a fait ses directives anticipées? Voilà. Donc le problème, il est là. Il faut savoir quand même qu'il n'est pas d'aujourd'hui, le problème des directives anticipées. La personne de confiance se passe très bien, mais demander à quelqu'un s'il a fait ses directives anticipées, c'est très, très, très difficile. Pour répondre à votre histoire de bras cassé, vous arrivez effectivement aux urgences avec un bras cassé. C'est certainement pas la question que je vais vous poser. Avez-vous rédigé des directives anticipées? Moi, je sais qu'avec votre bras cassé, vous devez passer au bloc opératoire. Malheureusement, vous êtes un gros insuffisant cardiaque, avec divers traitements. Vous avez des anticoagulants, etc., etc. Et d'un seul coup, si je vous classe, puisqu'on classe les patients en fonction de la gravité de la situation, du risque anesthésique, une classification américaine, mais qui est mondialement utilisée, je dirais tout de suite, vous êtes diabétique et vous n'êtes pas équilibré. Et d'un seul coup, vous vous trouvez dans la classe 3, c'est-à-dire globalement dans la classe où vous avez à peu près 10% de mortalité périopératoire. Donc je vous informe déjà qu'il y a un risque opératoire qui est lié à l'anesthésie, qui est lié à la chirurgie. Ça, c'est une première chose, je vous informe de cela. Et je vous demande, bien sûr, de consentir ou non à l'intervention chirurgicale. Après, vous allez me dire, moi, je veux bien être opéré, mais sous anesthésie loco-régionale. Ah, sauf que vous avez des anticoagulants. Et les anticoagulants, on peut les arrêter, mais si on les arrête, ça demande 3 jours. Et il faut que je vous opère tout de suite parce qu'il y a les doigts qui sont déjà bleus. D'accord ? Donc vous dites, écoutez, docteur, faites pour le mieux, je vous fais confiance. Après, effectivement, si je veux aller plus loin, parce que je peux effectivement vous poser la question de savoir si vous avez une personne de confiance. Pourquoi ? Parce que la complication post-opératoire, y compris, je dirais, j'imagine le pire, l'arrêt cardiaque pendant l'intervention, vous êtes massé, vous êtes réanimé, vous allez en réanimation, et puis le cerveau a peut-être pris un petit coup et va se discuter d'un seul coup la poursuite de la réanimation, parce qu'on estime que sur le plan neurologique, le pronostic est mauvais. Il sera à ce moment-là suffisamment de temps d'interroger vos directives anticipées, parce que le problème ne se pose pas à l'admission pour un bras cassé. Et je ne vais pas vous demander, en tout cas, de remplir ces directives anticipées à l'admission. Mais ceci étant, si vous avez une personne de confiance, c'est quelque chose peut-être que vous allez travailler dans la demi-heure ou dans les 2 heures qui vont vous séparer des urgences et de l'intervention. Et si vous avez votre famille ou la personne de confiance vient vous rendre visite par hasard, vous pourrez toujours lui dire, écoutez, moi, s'il se passe quelque chose, d'après ce qu'on m'a dit, je représente un risque parce que ceci, parce que cela. Moi, je ne veux pas aller en réanimation. Ça devient d'un seul coup des directives anticipées qui n'ont pas l'obligation d'ailleurs d'être écrites à ce moment-là. Il suffit qu'elles soient orales pour être retenues et puis communiquer à l'équipe médicale. Mais bon, on ne peut pas non plus, je dirais, faire l'hypothèse du pire. À chaque fois, c'est toujours pareil. C'est ce principe de précaution poussé à l'extrême, finalement, qui induit, en tout cas chez les patients qui arrivent aux urgences, un profond mal à l'aise, profond malaise, puisque c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vous venez voir le médecin pour avoir des bonnes nouvelles, et puis à la fin, on vous parle de mort. C'est quand même difficile, cette affaire-là. Oui ? Oui, pour rebondir sur le malaise. En fait, je pense que c'est pas le patient qui a le malaise, c'est le soignant. On est toujours mal à l'aise, non pas pour l'autre, mais de ce qu'on se ressent soi, oui, bien sûr, d'avoir à demander à l'autre. Pour les directives anticipées, ça peut être même très intéressant d'en parler en famille, c'est-à-dire d'aborder la question de la mort. Mais maintenant, la mort, c'est toujours
tabou, puisqu'on dit de plus en plus, y compris chez les soignants, les gens partent. Non, ils partent pas, ils reviendront pas. Ce qui est d'ailleurs problématique quand il y a des enfants, parce que les enfants attendent le retour de la personne qui est décédée. Je pense que parler de la mort, ça fait partie de la vie. Et peut-être qu'on a à retravailler ça avec les soignants pour qu'ils soient à l'aise avec cette question de la mort. Notamment par rapport à la question des maladies chroniques. Moi, je n'ai jamais vu un patient être mal à l'aise pour parler de sa maladie chronique et de son angoisse de mort. Par contre, il est mal à l'aise de sentir que le soignant est mal à l'aise. Ou ses proches. Voilà, ou les proches. Et l'aborder en famille avec les soignants, c'est vraiment intéressant. Moi, on utilise les directives anticipées, dans notre jargon de psy, comme un objet transitionnel. C'est-à-dire, c'est l'objet qui va permettre de parler de la mort. Ou de l'angoisse de mort. Parce qu'on ne sait pas parler de la vie, en fait. Oui. Mais, et puis, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question, alors, je ne peux pas dire de génération, mais regardez, je crois qu'aujourd'hui, c'est plus tabou de dire « moi, je veux être incinéré ou enterré ». C'est-à-dire qu'on a pris l'habitude de dire ce que l'on souhaitait de ce point de vue-là. Et puis, depuis quelques années, on parle quand même beaucoup plus du don d'organes. Alors voilà, j'avais parlé de ça. Il y a 3 questions fondamentales autour de la fin de vie. Il y a les directives anticipées sur la phase, type de réa, etc. Il y a la question des organes. Puis la question des obsèques et des dispositions funéraires. Mais les trois questions se posent. Comment, et quand on n'a pas la trace de la volonté de l'individu, on est dans la panade. Et c'est super compliqué et ça crée des difficultés aux proches de savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit à l'équipe médicale pour la fin de vie, qu'est-ce qu'on fait si on nous pose la question du prélèvement d'organes ou de tissus, et qu'est-ce qu'on fait sur les derniers. Et en revanche, quand il y a eu manifestation de la volonté explicite de l'individu, discussion en famille, écrit, courrier, enregistrement ou numérique, ça facilite la vie des vivants. Encore une question, je crois. Sur les démences. Il y a beaucoup de démences en EHPAD qui ne sont pas sous protection juridique. Quid des directives anticipées, quid des personnes de confiance. Comment on gère ça ? Alors là, on revient au droit commun de la personne majeure qui n'est pas en péril vital imminent et qui n'est pas sous tutelle. Personne majeure hors d'état d'exprimer sa volonté, alors démence, perturbation, etc. La loi dit on ne prend aucune décision médicale, aucune intervention, aucun traitement sans avoir pris le temps de consulter, la personne de confiance, quand il y en a. Il n'y en a pas. On passe au niveau 2, la famille, quand il y en a. S'il n'y en a pas, au niveau 3, les proches. Le problème, ça a été dit et redit ce soir, c'est que quand il n'y a pas de personne de confiance, on rentre dans une zone de turbulence. Identifier, c'est qui la famille ? Ça commence où ? Ça s'arrête où ? Il n'y a pas de définition juridique. Je rebondis sur une dernière phrase sur les déments et les Alzheimer. Il y a une proximité incroyable en ce qui concerne les décisions de fin de vie entre Alzheimer, dément et patient comateux. C'est en fait exactement la même situation, alors que le problème médical n'a rien à voir, mais c'est exactement la même situation. Le patient qui est devant moi ne peut pas s'exprimer. Et donc tout ce qui s'applique à l'un s'applique à l'autre. Comment le médecin peut-il aborder la question, j'allais dire presque sans choquer le patient? C'est pas du tout évident. Non, mais c'est vraiment c'est une question vraiment difficile. Et puis, personnellement, je plaide pour la directive anticipée, hein, franchement, vraiment. Mais peut-être aussi qu'avec un médecin, avec son médecin, ou quand on est à l'hôpital et qu'on est encore dans un service, j'ai le sentiment qu'il serait peut-être bon de faire, d'envisager un niveau de prise en charge, c'est-à-dire jusqu'où irions-nous si, etc. C'est pas une directive anticipée, mais c'est le niveau d'engagement thérapeutique. Voilà, vous n'êtes pas là, vous avez ceci. Peut-être que c'est plus facile de discuter comme ça, de savoir jusqu'où on irait si la situation se dégradait, 2 mois, 6 mois, 1 an après, peut-être. Mais c'est très difficile de demander aux gens d'expliquer qu'il faut faire une directive anticipée. Je peux te poser une question, Hélène ? Oui. Qui a fait une directive anticipée dans la salle ? Il n'y a pas foule, hein ? Mais c'est quand même plus que plus lors que des précédentes soirées qu'on a faites. C'est pas nombreux, hein ? Ouais. Donc, après, il y a aussi vous êtes maintenant, vous écoutez ça, vous êtes convaincus, je l'espère, etc. On peut tous être des relais aussi autour de nous après. Hein.
et s'aimer, être viral, comme on dit aujourd'hui. Tout d'abord, je crois que le sujet n'est pas clos. On voit bien que beaucoup de questions restent posées. Mais ce qui me semble sortir de ces échanges, c'est que chaque situation, en fait, doit être inscrite dans toute une histoire humaine, une histoire singulière. Donc c'est vrai qu'il est important d'échanger à chaque fois avec les proches, avec la personne de confiance, tel que ça a été développé au cours de ce débat. Ce qui me paraît aussi important, c'est qu'il est nécessaire absolument de diffuser l'information des possibilités qui existent. Effectivement, la question de la personne de confiance. Chaque personne aurait intérêt et devrait pouvoir nommer une personne de confiance. La question des directives anticipées, l'information doit être diffusée. Alors, par quelle voie il me semble qu'il y a un aspect qui mériterait d'être relevé, c'est la présence d'associations, d'usagers, regroupant des personnes, soit des personnes malades, soit des personnes qui ont des familles, soit les associations familiales, les différentes associations de consommateurs ou autres, tout le monde associatif qui constitue un réseau important. J'insiste là-dessus parce que c'est là où nous sommes impliqués, engagés, notamment tous les représentants qui siègent à la CRSA. C'est la nécessité aussi de croiser les regards absolument. Il faut des avis médicaux, il faut des avis de juristes et la discussion et l'information, y compris jusqu'au plus proche des publics. Donc nous sommes engagés dans un travail plus à fond avec les REG et puis donc avec toutes les expertises juridiques et autres auxquelles nous avons accès. Voilà, je termine là-dessus. Donc, merci à tout le monde pour votre participation. Merci à vous. Voilà. C'était une belle collaboration entre la CRSA et les REG. Pour votre information, et parce que j'ai bien noté qu'il y avait d'autres questions extrêmement intéressantes, n'hésitez pas à nous les faire parvenir à l'EREG, donc l'espace de réflexion éthique du Grand Est. On est là pour ça. Il y a un site d'appui en Champagne-Ardenne, un en Lorraine et un en Alsace. Donc voilà, si vous nous sollicitez, on répondra.